Merci de m'avoir invité à participer à cette journée. Pour moi, c'est une première, puisque je suis sur la région Bretagne depuis à peine un an. Donc, c'est la première fois que je participe à cette journée. Donc, on m'a demandé, en effet, de faire une présentation clinique. Je vais d'abord me présenter brièvement. Je suis médecin généraliste de formation. J'ai fait mes études à Paris. J'ai fait mon DU et mon DU de soins palliatifs sur Nice et Marseille, puisqu'à l'époque, j'ai travaillé pendant 4 ans dans une équipe mobile de soins palliatifs et sur des lits identifiés de soins palliatifs en Haute-Corse. Et je suis donc en Bretagne depuis 1 an, et où je travaille actuellement sur le centre hospitalier de Vitré, sur le SSR et sur les lits identifiés de soins palliatifs rattachés à ce SSR. Et donc, on m'a demandé de présenter un cas clinique que nous avons eu sur ces lits identifiés de soins palliatifs et qui nous a exposé à plusieurs difficultés rencontrées vis-à-vis d'une sédation dans sa mise en œuvre et dans ses conséquences. Juste pour situer, le SSR de Vitré a 53 lits. Il y a 3 lits identifiés de soins palliatifs qui, à cette époque-là, étaient dispatchés sur le service. Et donc, les lits identifiés étaient sous la responsabilité médicale des médecins responsables du secteur où ils étaient. Et moi, je faisais office de référente de soins palliatifs, mais j'avais un secteur de SSR à côté. Voilà. Donc, je vais vous présenter le cas de Madame T, 78 ans, qui était admise dans le service de SSR le 23 décembre 2014 en soins palliatifs pour un oligodendrogliome évoluant depuis septembre 2014. Elle avait été hospitalisée 3 semaines auparavant en médecine polyvalente pour altération de l'état général avec chute à répétition, ne permettant pas le maintien à domicile. Elle a pour antécédents principaux un diabète insulinodépendant, une hypertension artérielle, une thyroïdectomie, et donc un oligodendrogliome anaplasique frontal droit découvert en septembre 2014, non opérable, et traité par radiothérapie palliative jusqu'au 22 décembre 2014, soit la veille de son entrée en SSR. Elle a développé par ailleurs une épilepsie consécutive à cette tumeur cérébrale, et une ACFA est également découverte en novembre 2014. Elle était veuve depuis plusieurs années, elle a eu 4 fils, dont 3 décédés d'hémophilie, dont 2 décédés du sida des suites de contamination post-transfusionnelle. Donc une patiente qui avait un parcours de vie très très compliqué et très lourd. Elle vivait seule au domicile et avec son fils restant qui était très présent. Elle a donc été hospitalisée début décembre en médecine polyvalente pour chute à répétition et déséquilibre majeur de son diabète sous corticothérapie qui avait été introduite pour contrer d'une part les symptômes de sa tumeur et les effets de la radiothérapie. Il est à noter qu'elle avait dans un premier temps refusé les traitements oncologiques pour sa tumeur cérébrale, qu'elle avait fini par accepter, comme elle disait, pour son fils et ses petits-enfants. Elle avait donc accepté de faire de la radiothérapie palliative, mais cette radiothérapie a été faite avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'interruptions. Elle n'a été terminée que le 22 décembre. Donc. Au cours de son hospitalisation en médecine polyvalente, est apparue une dégradation cognitive de plus en plus importante, avec une confusion, une désorientation, un délire de persécution. Elle se mettait à la fenêtre, elle appelait la police, comme quoi elle était enfermée. Donc avec une situation qui était devenue de plus en plus difficile et qui a incité au transfert en lit identifié de soins palliatifs sur le SSR le 23 décembre pour maintien au domicile impossible et réévaluation de la situation en fonction de l'efficacité de la radiothérapie. Dès son admission en SSR, elle déclare d'emblée, c'est moi qui l'ai vue à l'entrée, elle me déclarait d'emblée souhaiter mourir. Elle m'a exprimé une souffrance psychologique majeure, surtout en rapport avec son histoire de vie et avec la perte de ses enfants. Et donc, notre prise en charge s'est axée sur essayer de prendre en charge cette souffrance psychologique majeure. Elle a rencontré notre psychologue qui n'a pas pu établir de lien avec elle, avec en plus une confusion qui s'aggravait au fur et à mesure de l'hospitalisation. Donc, la prise en charge psychologique a été un échec. Nous avons essayé différentes thérapeutiques, antidépresseurs, anxiolytiques, type Serestat, Tranxène,
neuroleptiques type Aldol, Risperdal, Tertian. Tout ça s'est soldé par des échecs à chaque fois en termes d'efficacité. À partir du 28 décembre, une de mes collègues a introduit de l'hypnovel en bolus à visée anxiolytique. Et là encore, ça n'a pas eu d'efficacité, ça ne l'a pas apaisé du tout. Les symptômes de confusion se sont majorés avec une mise en danger, avec des chutes, des fugues, des déambulations. L'hospitalisation s'est compliquée en plus par toujours un déséquilibre majeur du diabète, malgré les adaptations de doses d'insuline et l'essai de la baisse, voire de l'arrêt de la corticothérapie. Elle pouvait passer de 1 gramme à 5 grammes en 1 heure sans qu'on comprenne pourquoi. Elle a par ailleurs, le 30 décembre, fait une décompensation cardiaque sur ACFA avec pneumopathie qui s'est améliorée sous diurétique et antibiothérapie, et est apparue également une insuffisance rénale aiguë. Parallèlement à ça, et peut-être en rapport avec tout ça aussi, s'est poursuivie l'aggravation des troubles cognitifs et de la confusion. Le 5 janvier, elle était un petit peu plus calme, sous actiskénan et midazolam, toujours par bolus. Et puis, les symptômes se sont réaggravés dans la nuit du 6 au 7 janvier avec une confusion importante, une déambulation importante. Elle allait dans les chambres de tous les autres patients alentour, elle se déshabillait tout le temps, et elle avait des idées morbides, des idées noires, elle pleurait tout le temps. Il y avait toujours un risque majeur de chute. Nous avons donc décidé, le 7 janvier, d'essayer une anxiolyse au moins la nuit, puisque les symptômes étaient réellement majorés la nuit, bien sûr, avec la mise en place d'une perfusion de midazolam continue de 15 mg sur 12 heures, donc sur la nuit. Le fils avait été rencontré à ce moment-là, il était très, très en colère de voir sa mère comme ça, qu'on ne puisse rien faire pour lui, qu'on ne tente rien pour la soulager. Cet essai d'anxiolyse la nuit s'est révélé être un échec complet. La nuit a encore été terrible, à tel point que la patiente était tellement confuse et risquait tellement de tomber qu'elle a été mise sur des matelas au sol. L'équipe paramédicale a décidé d'enlever le lit et de la mettre au sol. Elle pleurait tout le temps, elle priait, elle demandait à mourir, elle demandait donc à Dieu de lui ouvrir la porte. Nous avons donc discuté en équipe médicale et paramédicale, nous en avons discuté avec son fils et nous avons pris la décision de pratiquer une sédation temporaire pour symptômes réfractaires, en se disant que peut-être que si on entame vraiment une sédation telle qu'on nous l'a exposée ce matin, de façon temporaire, peut-être qu'on pourrait réussir à calmer ses symptômes, en tout cas sa détresse psychologique, et réussir à mieux la soulager. Donc ceci avait été discuté en équipe, discuté avec son fils. On a donné les explications à la patiente qui nous a dit que oui, elle souhaitait être sédatée. Bien sûr, vu son état, on peut se demander si elle était tout à fait en capacité de comprendre ce qu'on lui expliquait. Nous avons donc, ma collègue qui était référente de la patiente et moi-même, entamé la titration en midazolam avec l'infirmière de jour dans l'après-midi, selon le protocole de l'ASFAP. Et nous avons mis 1h30 pour réussir à l'endormir et nous avons dû passer 22 mg, d'abord en sous-cutané, puis en IV, associé à 100 mg de thiapridal, avant de réussir à obtenir un état de sédation satisfaisant. Nous avons donc appliqué le protocole de l'ASFAP et fait un relais avec une dose de fond à 50% de la dose nécessaire lors de la titration à 10 mg par heure, ce qui, bien sûr, est très important. Nous sommes revenus 1 heure après, justement par rapport à ces doses très importantes, pour essayer de voir s'il ne fallait pas les baisser, et la patiente s'était déperfusée et s'était réveillée 1 heure après. Nous l'avons donc reperfusée, nous lui avons fait un nouveau bolus, et de ce fait repris les doses de midazolam aux mêmes doses, à 10 mg par heure. Dans le même temps, elle s'est plainte de douleurs lombaires, donc nous avons rajouté de la morphine à la seringue électrique à 20 mg par jour. Le fils, nous avons rencontré son fils, nous lui avons réexpliqué la situation clinique. Lui était soulagé, et nous aussi, de l'avoir enfin apaisé et moins dans sa détresse comme elle l'était le matin.
À 18h, lors de notre passage avant que nous partions, ma collègue et moi, elle était calme, mais devant la crainte d'un réveil en cas de mobilisation, nous avons décidé de la laisser sur les matelas au sol. Lors du premier passage de l'infirmière de nuit, à 21h, elle dormait profondément. Et à 22h, elle a fait une détresse respiratoire. Le SAMU a été appelé, mais malheureusement, le temps, il n'a pas pu être déclenché. Elle est décédée à 22h15. Le SAMU a alors envoyé un médecin de ville pour faire le certificat de décès, qui a signé un certificat avec obstacle médico-légal au vu des doses de midazolam pour suspicion d'euthanasie. Oui. Il y a donc eu une procédure judiciaire avec interrogatoire des médecins, moi-même, ma collègue, notre chef de service, l'infirmière de nuit. La procédure doit être terminée. Nous n'en avons pas de nouvelles. J'ai juste eu pour information que les doses, elle est partie à l'Institut médico-légal. Il y a eu un dosage des doses de midazolam qui, a priori, était dans les doses thérapeutiques, m'a dit le gendarme, mais après, je n'ai plus eu aucune nouvelle. A priori, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Voilà. Par contre, bien sûr, l'équipe de nuit et l'équipe de jour du lendemain, qui n'était pas l'équipe qui était là lors de l'induction de la sédation, ont exprimé vraiment leurs difficultés et leur questionnement par rapport à cette sédation, par rapport à cette prise en charge, par rapport aux conditions du décès aussi, puisque l'équipe de nuit s'est retrouvée avec une patiente faisant une détresse respiratoire au sol, décédant au sol. Elles ont dû la lever, décédée par le lève-malade. Elles en étaient vraiment très traumatisées. Nous avons donc décidé de faire un débriefing avec l'équipe et avec l'équipe mobile de soins palliatifs de Fougères, 8 jours plus tard. De ces réflexions, de ces discussions, puisqu'il y a eu ce débriefing, on en a aussi beaucoup parlé en équipe tout au long des jours qui ont suivi cette prise en charge, nous avons tiré plusieurs réflexions dont je vais vous faire part. Ça va se rapprocher un petit peu de... J'ai essayé de me rapprocher justement des protocoles de l'ASFAP et voir un petit peu là où ça a peut-être péché, là où on aurait pu s'améliorer. Voilà. Concernant les indications de la sédation, nous étions face à une patiente présentant une maladie grave et incurable en phase avancée, qui présentait des symptômes réfractaires que nous n'arrivons pas à soulager. Elle était et son fils en accord avec la décision de sédation. L'équipe médicale et paramédicale était également en accord avec la sédation. Par contre, nous pouvons nous poser plusieurs autres questions. Est-ce qu'elle a fait une décompensation d'une autre pathologie? Je vous rappelle qu'elle avait un diabète très décompensé, qu'elle avait une ACFA. On ne sait pas trop. On s'est posé la question a posteriori sur le fait qu'il aurait peut-être fallu faire d'autres investigations concernant l'étiologie de sa confusion, à savoir faire peut-être un scanner cérébral pour voir s'il n'y avait pas une hypertension intracrânienne qui aurait pu bénéficier de traitement par mannitol, qui aurait peut-être amélioré les symptômes de confusion. On peut se demander si le traitement antalgique était suffisamment adapté. Est-ce que cette confusion n'était pas due, entre autres, à des douleurs, peut-être lombaires, peut-être des céphalées importantes que nous n'avons pas su diagnostiquer? Fallait-il majorer les traitements neuroleptiques? Fallait-il faire appel plutôt à l'équipe mobile de soins palliatifs, voire même discuter un transfert en unité de soins palliatifs? Concernant les conditions de la sédation, ce qui a péché, à mon avis, de façon certaine, c'est la multiplicité des intervenants médicaux sur cette période de congé. Donc nous étions en période de fin d'année, avec donc des médecins qui ont pris en charge la patiente différents, de manière étalée, avec des habitudes de traitement différentes. Nous sommes sur un SSR plutôt à orientation gériatrique. Mes collègues sont gériatres. Elles ont des habitudes de manipulation des neuroleptiques qui sont peut-être pas les miennes. Peut-être que j'aurais mis des doses plus fortes concernant sa confusion avant qu'on décide de mettre en place une sédation. Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette multiplicité des intervenants médicaux, je pense, a vraiment péché dans la prise en charge de la patiente. J'étais nouveau médecin sur la structure, je ne connaissais pas les équipes et réciproquement.
C'est une équipe qui était peu habituée aux sédations par titration. L'équipe de nuit qui a pris en charge cette nuit-là, la patiente est mal à l'aise, et elle le dit toujours, mal à l'aise avec les prises en charge palliatives. Elles ont été en difficulté parce que le statut non réanimatoire de la patiente n'était pas prescrit. On s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés d'appréhension de la part de l'équipe sur l'état de santé de la patiente et sur l'aggravation et le pronostic très péjoratif pour cette patiente. L'équipe de nuit qui s'est occupée d'elle nous a révélé qu'elle ne savait pas qu'elle était en soins palliatifs. Est-ce qu'il y a eu une mauvaise transmission entre équipes paramédicales ? Il y a sûrement eu en tout cas une mauvaise transmission de l'état de santé de la patiente par nous, médecins. Après coup, ma collègue et moi qui avons donc été présentes lors de l'induction de la sédation, nous nous sommes dit, en partant toutes les deux, chacune de notre côté le soir, que vu les difficultés qu'on avait eues à endormir la patiente, je vous rappelle qu'on était parti sur une sédation temporaire, vu les difficultés qu'on avait eues à l'endormir, vu sa détresse morale, voilà, encore une fois, elle pleurait tout le temps, elle appelait Dieu, etc. Nous nous sommes dit, chacune de notre côté, que probablement on aurait du mal à la réveiller ou à prendre la décision de la réveiller le lendemain. Mais nous n'avons pas fait part de ces réflexions à l'équipe paramédicale 2 jours avant de partir. Concernant la technique de sédation, on en parlait un petit peu ce matin. Moi, personnellement, je trouve que, je pense que la titration sous-cutanée peut poser certains problèmes. On ne connaît pas toujours les différences de réaction suivant les patients, et on peut se poser la question d'un relargage tardif du midazolam, c'est-à-dire qu'on a finalement besoin d'une dose d'induction très très importante, mais qui n'était sûrement pas celle qu'on aurait eu besoin peut-être si on avait commencé en IV d'emblée. Je ne sais pas. Voilà. Est-ce qu'il fallait baisser la dose de fond, du coup mais je vous rappelle qu'elle s'est réveillée 1 heure après qu'on ait réussi à l'endormir, ce qui nous a fait reculer et maintenir cette dose de fond à 10 mg/h. Est-ce qu'il fallait associer un autre traitement ? Justement, ça rejoint l'équipe de Lannion, les questionnements de l'équipe de Lannion. Est-ce qu'il fallait rajouter... je vous rappelle, le thiapridal n'avait pas été très efficace, mais est-ce qu'il fallait mettre du largactyle ? Est-ce qu'il fallait utiliser le propofol ? Mais alors là, on est en SSR, on n'a pas de médecin anesthésiste sous la main. Je pense qu'on n'aurait jamais eu la réponse. Encore une fois, il y avait peut-être une mauvaise prescription de la surveillance de la sédation sur la fréquence respiratoire, le Rudkin, le statut non réanimatoire. En termes de traçabilité, tout était écrit dans le dossier médical, l'évolution de la prise en charge, ce qui nous a conduit à la décision de la sédation, notre intentionnalité, mais c'est sur informatique et c'était non accessible au médecin de ville qui est venu faire le certificat de décès. Tout ça, ça nous a conduit quand même à des axes d'amélioration. Déjà sur le service, l'organisation des lits identifiés a été modifiée. Les lits identifiés sont désormais regroupés sur le même secteur. J'en ai la responsabilité, mais avec une équipe dédiée dans la journée. Je pense qu'on a nettement amélioré notre communication entre médecins et équipes soignantes, entre équipes soignantes elles-mêmes. On a des temps d'échange quotidiens sur les lits identifiés de soins palliatifs, sur les thérapeutiques mises en place et sur l'évolution des pathologies des patients. L'autre questionnement, c'est en cas d'induction de sédation, est-ce qu'il faut préférer la voie IV si elle est possible d'emblée, parce que est-ce qu'elle est plus maniable peut-être. Est-ce qu'il faut associer plus facilement des neuroleptiques si le midazolam est peu efficace ? Les surveillances des sédations sont à prescrire, le Rudkin chart, on en parlait, la fréquence respiratoire. Il faut on essaie de mieux anticiper le statut réanimatoire ou non des patients, et puis l'importance de l'écrit, tout doit être tracé. Merci de votre attention.